La conférence de ce matin est donnée par Jérôme Rusquin, que tout de suite je tiens à remercier, puisque Jérôme ne présente pas toujours en conférence, il met souvent ses journalistes, et je vais expliquer ce qu'il fait, mais souvent ses journalistes plutôt sur le devant de la scène. Donc je tiens à le remercier sincèrement parce qu'il a fallu que j'insiste un petit peu, mais il a accepté parce que c'est dans une école, parce que c'est auprès des étudiants, et c'est un sincère remerciement, Jérôme, que je vous adresse. Jérôme Rusquin est d'abord formé à l'EHESS en sociologie, avant d'obtenir un master en entrepreneuriat, dans un seul but qui est de mettre en œuvre le projet Uzbek Erika, que probablement tous connaissent. C'est le magazine que je tiens ici, Uzbek Erika, avec systématiquement, pas systématiquement, mais régulièrement, des dimensions autour du futur, deux numéros ici autour de 2050, qui évidemment, comme vous le comprenez, font sens avec notre Imagination Week. Le projet est à la fois un magazine que je viens de vous montrer, c'est aussi une plateforme, des concepts novateurs tels que le tribunal pour les générations futures, quelque chose de passionnant dont je ne vais pas évidemment parler tout de suite puisque Jérôme le fera, mais tout un tas d'éléments, d'initiatives qui sont complètement dans le sens de l'Imagination Week et évidemment de cette notion de transition. Jérôme ne cesse d'innover, il ne cesse de continuer, il a un projet en cours qui continuera encore à faire bouger les lignes, à la fois des médias, à la fois des plateformes. Deux éléments avant de lui laisser la parole. Les 10 projets qui seront finalistes à la fin de la semaine, comme je vous l'ai indiqué hier, évidemment avec votre accord, mais nous avons au moins l'accord du support, seront publiés sur le site de Uzbek Erika. C'est un moyen pour nous tous de promouvoir les idées autour de la transition. C'est un moyen pour nous de montrer que vous avez envie de changer, de proposer des projets et de les mettre en œuvre et qu'on ait une caisse de résonance. Et Jérôme a gentiment accepté de proposer cette plateforme pour pouvoir accueillir l'ensemble des 10 projets finalistes de la fin de la semaine sous la forme que l'on voudra, si c'est une vidéo, si c'est un texte, si c'est, comme vous le savez tous ensemble, ce sont des éléments divers que vous pouvez proposer. Enfin, sur proposition aussi de Jérôme, les trois finalistes parmi les 10 auront un abonnement à Uzbek Erika. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jérôme Rusquin. Merci de l'invitation, merci Xavier, merci Pierre. Pierre m'a lancé un défi avant que je monte sur scène, c'est d'être plus passionnant que votre fil Instagram. Donc je vais essayer de relever ce défi. Quoi vous dire? Vous savez déjà beaucoup de choses, vous avez accès déjà à beaucoup de choses, vous avez une expérience du monde, vous avez des intuitions quant à son devenir. Alors, quoi vous dire? Et puis moi, comme l'a rappelé Xavier, j'ai plutôt l'habitude depuis 12 ans de parfaire mes silences au lieu de polir des discours ou d'approximer des opinions. Mais comme je suis là et comme la vie l'emporte toujours sur la théorie, je suis venu avec des intimes convictions, des obsessions, parfois des névroses, et ce sont celles qui m'animent en ce moment depuis quelques semaines. Donc je m'appelle Jérôme Rusquin ou Ruskin, comme vous voulez. J'ai 36 ans. Je suis le fondateur en effet d'un média qui s'appelle Uzbek Erika, qui est le média qui explore le futur. C'est un projet que j'ai créé donc il y a 12 ans et la marque va fêter ses 10 ans en juin prochain. Donc je me présente devant vous avec des mots très simples et beaucoup d'humilité, car la grandeur du monde, la grandeur de la nature et malheureusement, la grandeur de nos erreurs. Alors j'aimerais démarrer cette intervention en attirant votre attention sur deux choses qui m'ont, moi, interpellé durant ces dernières semaines. La première, c'est le remplacement des masques Anonymous par celui du Joker dans les manifestations tout autour du monde, au Liban, à Hong Kong, au Chili. Je vais y revenir. La deuxième, ça, vous n'avez pas pu le louper, ce sont les feux dévastateurs en Australie. Donc, concernant les masques, le masque des Anonymous, c'est le symbole des hackers, c'est-à-dire les tenants d'une révolution numérique cool, non violente, derrière un ordinateur.
Le masque du Joker, lui, est le symbole d'une révolte sociale, anti-système, légitimant la violence. Et on a tous en tête, pour ceux qui ont vu le film, cette scène de fin avec ces rues enflammées. Les feux dévastateurs en Australie sont eux d'une ampleur sans précédent. Ce sont des millions d'hectares qui brûlent, un peu plus que la surface cumulée des régions Bretagne et Hauts-de-France. 100 000 personnes déplacées, déjà, et quelques 500 millions d'animaux morts, déjà, sans compter les insectes, les amphibiens, etc. Il y a donc le feu en ville et il y a le feu en pleine nature. Voilà deux signes qui nous annoncent une décennie de violence, des violences protéiformes de plus en plus extrêmes, et avec lesquelles il faudra vivre. Je m'imagine votre parcours, pour en avoir parlé un instant, un parcours très sécurisant, où vous avez passé des étapes. Vous allez là être projeté dans un monde sur lequel vous allez avoir aucune maîtrise et qui va être d'une grande violence. Mais alors, est-ce qu'on peut encore bâtir sur des terres brûlées? Est-ce que les sols, est-ce que les fondations ne sont pas définitivement dégradées pour construire un modèle social et environnemental durable? En gros, est-ce que le monde va s'effondrer? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Dans des camps de migrants, des enfants régressent pour ne pas avoir à affronter la dureté du monde. Je répète, des enfants régressent. Alors qu'on devrait être à leur service, nous mettre à leur hauteur pour leur faire la courte échelle, pour leur transmettre un monde harmonieux. La vérité, c'est que nous ne sommes pas du tout prêts à éprouver toutes ces violences. On n'est pas équipé mentalement. On a conscience que ça peut arriver, que ça va arriver, mais on n'est pas prêt. C'est trop neuf. On ne peut pas appréhender tout ça. Il va donc falloir inventer, chemin faisant, les mécanismes de solidarité qui permettent d'encaisser ces chocs. En évitant le risque majeur d'une tentation de chacun pour soi ou d'un repli collectif ou personnel, qui entraînerait évidemment un délitement total du vivre ensemble. Je vais donner deux exemples de risques. Un des premiers risques majeurs, d'un point de vue collectif, c'est la dérive sectaire, ou quasi-sectaire, c'est-à-dire la naissance de courants de pensée ou d'actions ou de groupes d'individus, souvent radicaux ou violents, qui vont enrôler des individus, d'autres individus perdus ou en quête de romantisme révolutionnaire. Autre exemple, un deuxième risque majeur, celui-là individuel, la dépression. On est en train de fabriquer une génération de dépressifs. Et je le comprends, comment faire pour affronter tout ça? Surtout que, avec les promesses des nouvelles technologies, on avait ce sentiment de toute puissance dans la main avec le smartphone. Et puis, en parallèle de cette promesse, on a la toute fragilité écologique. Et donc, on est dans une phase d'incompréhension de notre futur. On pensait être les rois du monde, le smartphone dans la main, mais la main tremble parce que la planète craque sous nos pieds. On est donc projeté dans une société abîmée, à la santé mentale fragile. C'est alors normal que tout hystérise, que tout clive. Et le paysage politique dans lequel on est un paysage politique clivant. Le clivage qui vient est en fait un ancien clivage qui revient. C'est la réactivation un peu basique d'une opposition entre bloc bourgeois et bloc populaire. À la différence près qu'il n'y a aucune homogénéité des blocs. Aucun représentant des banlieues, par exemple, parmi les Gilets jaunes. On est donc de plus en plus enfermé dans des niches qui se rétrécissent, dans des tout petits mondes, dans nos flux. Nous sommes enfermés dans des tuyaux d'orgue, chacun souffle du vent et plus personne n'est capable de tenir le clavier qu'on joue tous ensemble pour qu'on joue tous ensemble une mélodie harmonieuse. Mais alors, pourquoi y croire encore? Parce qu'Uzbek Erika, notre pari, c'est qu'on y croit encore. Retenez bien ce mot, on y croit encore parce que la Twistronic, alors c'est un nom un peu bizarre, normalement vous n'en avez pas entendu parler,
Voilà, non, on me fait non. Alors c'est marrant parce que c'est les professeurs au premier rang et puis ensuite les élèves derrière. Donc, pourquoi est-ce qu'on y croit encore? Pourquoi est-ce qu'on maintient ce goût de l'avenir? Parce que la twistronique. Est-ce que vous avez entendu parler du graphène? Le graphène, c'est un nouveau matériau sous forme d'une feuille de carbone épaisse d'un seul atome. Des chercheurs ont reçu le prix Nobel de physique en 2010 pour l'avoir synthétisé. On a beaucoup espéré en ce matériau, notamment pour le stockage de l'énergie, qui est une des clés pour le développement des énergies renouvelables. Eh bien, l'an dernier, des chercheurs ont superposé 2 feuilles de graphène, mais en les décalant de 1,1 degré, c'est-à-dire quasiment rien. Et en faisant cette twistronique, ce décalage, le graphène s'est transformé en conducteur parfait. Ce qui ouvre un champ d'innovation absolument colossal, alors que ce matériau avait pu sembler une fausse bonne idée au milieu des années 2010. Donc grâce à la twistronique, il a suffi de bouger quelques atomes, c'est-à-dire quelque chose de ultra microscopique, pour que tout change. Alors oui, il suffit parfois de pas grand-chose pour relancer une dynamique, un espoir, un changement. Greta Thunberg est peut-être une twistronique. Les monnaies complémentaires sont peut-être une twistronique. La Convention citoyenne pour le climat est peut-être une twistronique. Donc, il y a toujours une raison d'y croire, de maintenir l'engagement, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas céder au pessimisme, au repli sur soi. Oui, parfois un tout petit castor peut faire dévier le cours d'une immense rivière. Il faut chercher cette raison, la tester, l'éprouver et la passer à l'échelle. Fini les grandes théories. D'ailleurs, l'an passé, le prix Nobel d'économie a été remis notamment à Esther Duflo, et non Cécile Duflo, vous avez eu hier, pour son travail d'expérimentation et de microéconomie sur la grande pauvreté. Et donc ça marquait la fin des grandes théories économiques. Alors, je vous ai décrit un monde de violence extrême. Je vous ai quand même donné une raison de continuer d'y croire. Maintenant, le chemin. Comment arpenter ce monde? Cette recherche de solutions, elle ne peut pas se faire n'importe comment. Elle doit se faire avec amour. Oui, amour. Nous avons tous nos croyances limitantes. Nous sommes différents par hasard puis par construction. Il ne nous reste plus qu'une seule attitude pour être au monde, la compassion, la bienveillance et l'amour. Nous sommes tous pris dans ce filet d'Indra. L'amour est le plus grand projet politique de l'histoire. Et dans des temps mouvementés, c'est d'autant plus important. C'est alors une faute morale et politique d'hystériser un débat. Un homme politique qui tend une situation, à partir de maintenant, commet une faute majeure et il le constatera dans les urnes. Et puis l'amour, c'est là la véritable fin de l'histoire. Prenons les expériences de mort imminente. La nouvelle frontière étant le cerveau, ça va être le grand champ de développement des prochaines années. Prenons les expériences de mort imminente, les EMI. Il y a un point commun à toutes les époques et toutes les cultures, un être de lumière, accompagné d'un sentiment d'amour absolu et de paix. Alors les interprétations diffèrent évidemment, le Christ, Shiva, les anges, Yama, mais c'est un fait invariant, même si ces expériences de mort imminente dépassent toute possibilité d'expression, tant la réalité est neuve et qu'il n'existe pas les bons mots pour l'exprimer, tous parlent d'amour incommensurable. Alors pourquoi attendre d'être mort pour être amour? Il n'y a pas plus politique que l'amour, il n'y a pas plus beau projet politique que l'amour, celui des autres, du vivant, de la planète. C'est une écologie positive de la vie, c'est une démarche radicale, et je suis athée. Donc c'est un athée qui vous parle. Fin septembre, c'est la semaine où je dis oui pour cette conférence. Il y a en même temps la mort de Jacques Chirac et la naissance définitive de Greta Thunberg grâce à son discours à l'ONU. C'est symboliquement le passage de témoin d'une génération à une autre. Finalement, moi, à 36 ans, je suis de la génération Chirac, c'est-à-dire la génération qui n'a pas fait assez. Et la nouvelle génération, finalement, c'est vous. Pour vous, ce ne sont pas les nouvelles technologies, mais les technologies.
Pour vous, le monde n'est pas en train de s'abîmer, il est abîmé. Vous avez grandi dans un nouveau régime technologique et climatique, alors que moi, je l'ai vu naître. J'ai vu toutes ces choses arriver, nous percuter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en réflexe défensif, j'ai créé Uzbek Erika. C'était le moyen de comprendre tout ça. Mais vous, c'est en vous. C'est quasiment dans votre chair. Avec l'affaiblissement des institutions, nous avons besoin d'une nouvelle verticalité forte, d'un nouveau récit qui va redonner un souffle de création. Ce récit, c'est le point de départ de tout. Et c'est à vous de l'inventer. Et mon rôle, notre rôle, c'est de vous préparer le terrain. Donc votre enjeu, faire accepter les nouvelles règles du jeu, le nouveau jeu de contraintes à tous. C'est à votre jeunesse de le faire. Évidemment, sans prendre la grosse tête, souvenez-vous, l'amour. Alors évidemment, quand je dis la jeunesse, ça n'existe pas. Il y a des jeunesses, dont certaines qui votent FN, certaines qui ont déjà fait sécession, qui ont produit une société en dehors de la société, parfois violente. Puis il y en a d'autres jeunes, qui sont conscients mais qui ne changent pas leur pratique. Alors ensemble, notre génération et la vôtre, on peut réussir à bâtir cause commune, en étant évidemment attentifs sur les valeurs pour éviter les dérives. Donc trouvons notre twistronique, et puis ce sera une affaire de dynamique. Souvenez-vous, François Hollande, il a démarré avec 4% dans les sondages avant d'être président. Votre plus grande mission, la seule en réalité, c'est protéger le vivant. Et nous, êtres humains, sommes aussi le vivant. Il faut arrêter de cliver l'être humain et la nature. Il faut unifier le social et l'écologie. Si John Lennon avait écrit « Imagine aujourd'hui » and the world will be as one, il inclurait le vivant au sens large. Alors pour ce faire, en fait, c'est hyper simple. Il faut juste consommer moins. Ce n'est pas de l'austérité, c'est la normalité à l'échelle du monde. Il ne s'agit pas de sacrifier du confort, simplement le superflu. Et il existe des preuves que ça fonctionne. Il y a d'autres modes de vie qui existent. Je donne 3 exemples. 1, le minimalisme. 2, la vie fraternelle de moines cisterciens. 3, la vie collectiviste du kibbutz. Ce sont des signaux faibles qui existent depuis toujours. Et je ne prends pas ces exemples au hasard. Je suis minimaliste. J'ai passé quelques jours dans le grand silence d'une abbaye de moines cisterciens et j'ai vécu quelques semaines dans un kibbutz. Alors oui, il faudra quitter des choses. C'est comme une rupture amoureuse. C'est un peu douloureux, mais après la pluie, le beau temps. Alors j'imagine que certains d'entre vous, mais peut-être beaucoup, ont envie de monter leur boîte. Pourquoi pas? En vrai de vrai, c'est la galère. On pourra en parler après. Bon, après, tout est une question de stratégie. Il faut soit faire différent ou faire différemment. Mais votre start-up, tout projet qui se crée qui ne permet pas de sauver le vivant est une faute morale. Ne créez pas une boîte qui a un autre objectif que ça. Tout existe déjà, on n'a pas besoin de plus. Les couches connectées, les brosses à dents connectées, tout ça, on n'a pas besoin. Alors je vous l'ai dit, la première étape, c'est bâtir un nouveau récit. Pour gagner la bataille des imaginaires et lancer une dynamique. Ceux qui bâtissent aujourd'hui de nouveaux récits, ce sont les entreprises. Ma conviction, les jeunesses, doivent retrouver le goût de l'entreprise. Et pour cela, l'entreprise doit changer, renouer avec la jeunesse et recréer un pacte avec elle. Et l'entreprise l'a compris. Elles ont compris ça et elles sont en train de changer. Alors beaucoup s'interrogent sur l'avenir du capitalisme. Mais employer le mot, c'est déjà se fermer des horizons. Le langage a une importance. On s'interroge, est-ce qu'il peut être vert? Qu'est-ce qu'il y a après la croissance? Encore une fois, ce sont des grands débats théoriques. Je crois, moi, à 3 choses. Il s'agit de faire 3 choses. 1, décarboner l'économie. On ne peut plus marchander avec la nature. 2, la juste création de richesses qui ne dépossède ni la nature ni les travailleurs, tout en récompensant la création et l'excellence. Et 3, surtout, donner les chances à chacun de toucher cette excellence, en dépassant ce mythe hyper français de la méritocratie. Parce que réussir, ça n'a pas la même définition partout. Dans certains endroits périphériques de nos grandes villes, réussir, c'est juste avoir un métier. Pour vous, j'imagine,
en tout cas pour certains d'entre vous, c'est être le nouveau Steve Jobs. L'entreprise est donc devenue un objet ultra politique, sommé d'embrasser les grands enjeux d'avenir sous peine de disparaître. C'est donc le bon moment pour vous de les intégrer et de faire en sorte qu'elles se dirigent vers les bonnes choses. Et elles ont le moyen de leur ambition. À l'heure où l'État-providence est coincé, sans budget, et dans une société où tout est clivage, retourner en entreprise pour changer le monde. Alors, j'ai moi-même une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Donc elle s'appelle Uzbek Erika. Je l'ai créée en 2008, sachant que mes deux dernières années d'études étaient dédiées à la création de ce projet. Donc j'ai fait mon stage dans ma création de structure. Je n'ai jamais fait autre chose qu'Uzbek Erika. Donc comme Xavier l'a rappelé, j'ai étudié la sociologie à Paris 5 et ensuite à l'EHESS, et ensuite un master d'entrepreneuriat. Notre mission avec Uzbek Erika, c'est de permettre au plus grand nombre de comprendre le monde qui vient. C'est quasiment une mission de service public. Quand on décide de faire ça il y a 12 ans, et je dis on parce qu'on le verra, Uzbek Erika est une aventure ultra collective, on est un peu défarfelu. On est un peu, c'est ce qu'on nous dit, les nouveaux frères Bogdanov. On parle du péril écologique, on parle d'intelligence artificielle, on est complètement mis à la marge. Et puis on a tenu bon sur le fond. Les sujets qui étaient à la marge sont arrivés au centre. Ça nous a placés au centre. Et donc ça nous a donné envie de renouveler la mission d'Uzbek Erika. On veut continuer évidemment à démocratiser les grands enjeux d'avenir, mais on veut aussi réconcilier ces gens qui sont dans des tuyaux d'orgue très différents. On veut permettre de recréer une symphonie. Donc nous, médias, notre rôle en tant que médias aujourd'hui, dans un monde abîmé, c'est d'être un tiers de confiance pour permettre à chacun de se parler. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Yochai Benkler qui utilise la métaphore des échecs cubiques. Et donc il décrit le jeu social comme étant composé de 3 grands acteurs, les politiques, les entreprises et la société civile. Notre rôle, c'est d'être au cœur de ce triangle et d'animer la discussion. Et nous souhaitons marcher avec toutes les personnes de bonne volonté. On veut mettre personne dehors. Alors, Uzbek Erika, en quelques mots, on reprend un peu le langage des jeux vidéo, c'est un open world. C'est un monde ouvert. Et dans ce monde qu'on a recréé, il y a plein de possibilités. D'abord, on peut s'informer sur uzbekerika.com. On peut se former avec nos revues papier, donc le magazine qui a été montré, mais aussi notre business revue, Uzbek Erika Business Revue. On a créé une monnaie, il y a 8 ans, pour essayer de recréer un cercle vertueux en tant que média avec notre modèle économique entre les annonceurs, nos lecteurs et nous. Et donc quand un lecteur est actif chez nous, il gagne des Ouzbeks. Donc en fait, un lecteur est rémunéré pour se former et s'informer. Et ces Ouzbeks, il peut les dépenser dans notre shop pour avoir accès à des produits qui sont censés ouvrir une voie vers le futur. On a une cour de justice, le tribunal pour les générations futures. On a fait plus de 200 procès. Donc on a pu faire le procès de Google, le procès des collapsologues, donc ce courant qui pense que tout va s'effondrer. Justement, on s'est interrogé avec les collapsologues. Est-ce qu'ils ont raison et il faut se préparer, ou est-ce que justement c'est une secte et il faut les mettre de côté? Et on a aussi une instance de concertation citoyenne qui s'appelle le Conseil des générations futures. Et à chaque fois, on a trouvé un modèle économique pour tout ça qui permet de faire aujourd'hui une entreprise de 40 personnes et énormément de freelance. Et on fait tout ça au nom des générations futures. C'est-à-dire un groupe de personnes sans voix, sans représentants, alors que toutes nos actions les engagent. Donc après, nous, en tant que médias, on a une responsabilité majeure, c'est l'information de qualité. Et aujourd'hui, les critiques sont féroces quant à la production de l'information. Il y a énormément de défiance, et je le comprends. Et je l'explique de la manière suivante, les conditions de production de l'information se sont dégradées. Le monde de la formation est un monde extrêmement précaire. Les journalistes n'ont plus les moyens de faire leur métier. 2014 a été une année qui a fait basculer le monde des médias,
Alors, d'abord avec un symbole qui est de cette une de Libération, nous sommes un journal, disant on ne veut être qu'un journal, donc laissez-nous avec les autres sources de revenus. Et cette même année, il y a le basculement des revenus publicitaires sur le numérique comme principale dépense des marques en publicité. Et ces dépenses numériques ont été trustées à 70%, en tout cas en 2019, par le search et le social, à savoir Google, Facebook et Amazon. Donc les médias n'ont plus de moyens pour produire de l'information de qualité. Le seul modèle qui existe aujourd'hui, c'est le clic. Donc les médias produisent un volume d'informations qui ramène un volume de clics et empochent de l'argent lié à ce volume de clics. Notre chance chez Uzbek Erika, c'est qu'on a créé un modèle alternatif qui nous permet de tenir bon sur le fond. Et donc, au lieu de vendre des espaces publicitaires, on vend une expertise de compréhension du monde. Et donc, il y a un nouveau protocole à inventer entre les marques et les médias. Il faut changer les indicateurs de performance et décorréler totalement les revenus du nombre de clics. Alors 12 ans, pour moi, en tant que petit chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, 12 ans, c'est long. J'ai failli lâcher à 2-3 reprises, très grande fatigue. Mais je tiens parce que je suis passionné par les formes de vie collective, vous l'aurez compris, entre le kibboutz et les moines cisterciens. Et l'entreprise, en tout cas Uzbek Erika, est une magnifique forme de vie. Dans ce monde abîmé, je vis, moi, l'entreprise, en tout cas Uzbek Erika, comme un échelon de la collectivité, comme vraiment un maillon fort de la société. Et je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution à notre vivre ensemble et auprès de mes collaborateurs. Et puis maintenant que j'y suis, j'ai envie de voir où est-ce que Uzbek Erika peut aller et d'assumer vraiment cette responsabilité-là. Et en tant qu'entrepreneur, on n'est jamais les premiers de cordée. Jamais. On est toujours le dernier, c'est-à-dire celui qui assure les autres. Puis je vous l'ai dit, bon, moi j'adore l'entreprise, j'adore mon entreprise, et puis l'entreprise c'est terriblement humain. C'est quoi le propre de l'homme? C'est pleurer, les éléphants pleurent, c'est avoir le plus gros cerveau, la baleine bleue a un plus gros cerveau, c'est fabriquer des outils, les oiseaux fabriquent des outils, leur nid, c'est avoir une sexualité non reproductive, des singes, les bonobos ont une sexualité non reproductive. En fait, on n'a aucune spécificité biologique. On est vraiment un mammifère comme les autres. Mais ce qui nous distingue, c'est notre capacité à nous émerveiller ensemble. Je l'ai compris lorsque j'ai eu la chance de pouvoir passer quelques jours au Centre spatial guyanais et de voir décoller une fusée avec tout un tas de personnes que je ne connaissais pas. Donc le sujet numéro 1, c'est de rester ensemble. Alors, chers amis, pour conclure, travaillez votre raison critique, ne prenez rien pour acquis, lisez, ne vous laissez pas aspirer par l'émotion des images, lisez. Le mot est plus complexe, et plus profond, et plus fort que l'image. Trouvez votre lucidité et votre sang-froid, touchez vos vérités, travaillez votre regard poétique sur le monde, et souvenez-vous de cette expression « Je suis qui je suis grâce à ce que nous sommes tous ». En d'autres termes, Ubuntu. Merci. Merci beaucoup Jérôme. Merci beaucoup Jérôme Rusquin de cette intervention très inspirante et d'avoir partagé avec nous à la fois pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et comment vous le faites. Je vais tout de suite appeler les étudiants qui ont préparé les questions et interventions avec Jérôme, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ma question, elle porte directement sur Uzbek Erika. Donc, comme vous l'avez dit pendant votre discours, il y a une vraie volonté derrière Uzbek Erika, il y a une vraie volonté de démocratisation des grands enjeux du futur,
même un vrai projet d'éducation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le public que vous avez pour votre magazine reste encore relativement déjà plus ou moins informé et assez élitiste? Est-ce que vous songez à des moyens peut-être d'agrandir encore plus ce public et de rendre ces sujets encore plus accessibles au plus grand nombre? Alors, bravo, super question. C'est notre enjeu en tant qu'entreprise. Je vais prendre le temps de répondre. Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, vous avez raison. On est en train de rater le projet philosophique, dans le sens où on parle aujourd'hui à des gens qui sont conscientisés. Mais quand on démarre il y a 12 ans, les gens n'ont pas accès à cette connaissance-là. Mais notre dynamique d'entreprise, on n'a pas réussi à élargir assez rapidement. Bon, c'est vrai et pas vrai, on a démarré en magazine papier, on avait 10 000 lecteurs, aujourd'hui on a une plateforme, on a 3 millions de lecteurs. Mais comme les sujets se retrouvent partout, ils sont chez nous, mais plein de gens ont accès à ça. Donc il y a un enjeu de continuer à ouvrir tous ces sujets et la façon dont on les traite à plus de public. On a ouvert un bureau aux États-Unis il y a 1 an, parce qu'en fait c'est plus facile de parler à un New-Yorkais de Nolita qu'à quelqu'un qui se trouve porte de la Chapelle et qui n'a pas les mêmes codes d'inclus qui permettent de bien saisir les enjeux qu'on traite. Donc on a un gros travail, nous, pour faire ça. En juin prochain, on lance une nouvelle plateforme qui doit répondre à cet enjeu-là. Alors malheureusement, je suis obligé de rester énigmatique parce qu'il faudra attendre juin prochain. Mais c'est le défi qu'on doit relever. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much for your speech, Monsieur Jérôme Roussequin. So I don't really speak so much French, and I understand your speech through the translation. Since you work in the media industries, I think I have a question about there are lots of about the authenticity of the news today, because given the fact that there's so much new technology that can easily manipulate the truth. For example, we can fake the face or replace the voice that we given in the video. So how do you think, in your work or in your daily life, how you distinguish the truth from the false, especially when most information we get is from the internet, and the information on the internet is very easy to manipulate. Alors la question des fake news, elle est absolument centrale. D'abord, il faut faire confiance à des marques médias. C'est pour ça que moi, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de protéger ma marque et de montrer qu'on est un label de qualité. Donc, vous devez faire confiance à des marques médias. Quand je disais en conclusion d'user de votre raison critique, je pense que c'est l'enjeu numéro 1, c'est un enjeu d'éducation. En fait, il faut arriver à redonner les bases de la critique à une jeunesse qui peut se perdre dans des flux d'actualité avec des marques qui proposent des fake news. Après, il y a différentes formes de fake news. Il y a l'information qui est totalement fausse. Donc ça, c'est un vrai problème. On a tendance à pouvoir un peu plus facilement maintenant à les repérer. Et puis, il y a les informations qui sont créées, qui est un peu plus dur à déceler. C'est un phénomène qu'on appelle l'astrosurfing. Je donne un exemple. Alors, Donald Trump l'a beaucoup utilisé, mais je vais prendre un exemple dans l'industrie musicale. Comment on fait croire qu'un tube est en train de naître? Et en fait, on met en place des robots qui alimentent les clics, les vues. On fait croire à un phénomène d'emballement pour espérer qu'un emballement se crée vraiment. Et donc, dans cette catégorie fake news, il y a plein de familles, et en effet, il y a plein de familles aussi qui vont se créer, et c'est une attention permanente avec une raison critique à travailler. Et la solution pour vous, lecteurs, c'est de faire confiance à des marques médias. Alors, il se trouve que nous, petite anecdote, on a créé une fake news pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Donc on s'est associé avec Greenpeace et Artefact.
Et en fait, on a créé une start-up et on a fait une fausse interview du fondateur d'une fausse start-up qui a créé un logiciel de prédiction immobilière qui allait donner de la valeur à des immeubles suite à la montée des eaux. Et donc, on essayait de repérer quels étaient les immeubles qui, dans 50 ans, avec la montée des eaux, allaient se retrouver en bord de mer. Et c'est ça qu'il fallait acheter maintenant pour faire une plus-value. Et donc, on a fait cette start-up. Alors évidemment, nos lecteurs ont crié au scandale en disant « Mais comment vous pouvez interviewer le fondateur d'une start-up aussi stupide ?» Sachant que tout était hyper réaliste parce qu'on s'est basé sur les données de la NASA. Et ensuite, on a révélé la fake news. Et certains nous ont dit « Bravo, c'est super, super moyen de sensibiliser sur le sujet. » Et d'autres ont crié au scandale, se sont sentis trahis. Et là, on avait rompu un peu le contrat qu'on a avec nos lecteurs. Ils s'attendaient à ce que la marque Uzbek Erika ne fasse jamais ça, et on l'a fait. Donc le sujet, c'est trouver vos marques, faites confiance à vos marques médias. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé des collapsologues. Vous avez rapidement évoqué votre expérience dans un kibbutz. Donc j'ai fait mes devoirs et j'ai vu que vous aviez vécu dans un kibbutz pendant 3 mois et que vous ramassiez des pommes de terre. Des pommes tout court. Pardon ? Des pommes tout court. Des pommes, pardon. Pommes en l'air. Autant pour moi. 1 tonne par jour. Ouais, j'ai vu. Impressionnant. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, comme les collapsologues, que dans 20, 30, 40 ans, le monde vivra en communauté autonome via une agriculture de subsistance ? Vous avez parlé du procès des collapsologues. Un collapsologue qui est très célèbre dit que voilà, peut-être dans 50, 60 ans, le monde vivra en communauté autonome. Vous avez parlé de vivre ensemble, qui était hyper important à la fin de votre discours. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire et complètement ambigu ? Et est-ce que vous avez pas... Est-ce que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre, peut-être de faire peur aux gens en véhiculant ce genre de discours ? Je sais pas si vous êtes collapsologue, je l'ignore, mais est-ce que vous avez conscience que ce genre de discours peut faire peur aux gens, aux jeunes voilà. En tant que fondateur et directeur de publication d'Uzbek Erika, j'ai pas à être ou ne pas être collapsologue. J'ai juste à faire savoir que ce courant existe. Il existe des collapsologues. Donc moi, je ne me positionne pas. Je donne les clés du débat. Et je donne à voir les arguments de ceux qui pensent que tout va s'effondrer et les arguments de ceux qui pensent que les collapsologues sont des dangereux. Donc je ne me positionne pas. J'ai une conviction personnelle, je peux la partager, mais elle n'est pas intéressante dans le débat. Donc quand on fait par exemple un tribunal pour les générations futures, il y a une partie d'Uzbek Erika qui défend la collapsologie et une partie d'Uzbek Erika qui attaque la collapsologie. On met en scène nos propres schizophrénies. Donc ça, c'est très important. Et on fait œuvre de ce qu'on appelle, dans le média, de polyphonie. On donne la voix à tous ceux qui... Et donc on essaie de regarder un peu la palette des arguments. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et ce sujet, on essaie de l'avoir, enfin cette position, cette attitude, on essaye de l'avoir sur tous les sujets. Par exemple, les GAFA, on essaye d'avoir une position pareille de description. Ceci dit, on est un média pas neutre, on s'engage parfois. Je ne crois pas à la subjectivité sociologique, journalistique. Donc on explique d'où on parle, surtout que moi je viens d'un courant de la sociologie qui s'appelle le courant pragmatique, qui dit qu'une fois qu'on a décrit, expliqué, on peut rentrer dans la critique et la proposition. C'est central pour nous chez Uzbek Erika. C'est comme ça qu'on a créé une hotline au moment de la présidentielle pour dire à ceux qui hésitaient d'aller voter entre Macron et Le Pen, appelez-nous, on va vous expliquer pourquoi il faut aller voter. Ça s'appelait Allô France Indécise, par rapport aux Insoumis. Et on s'est engagé sur plein d'autres sujets. Hein. On a créé notre propre monnaie, on a eu un grand débat sur la fermeture des prisons. Enfin. Oui, mettre sur le devant de la scène les sujets des collapsologues peut être effrayant, mais je ne suis pas capable de dire quel va être le futur. Je suis capable de dire... En fait, mon métier, c'est de faire des hypothèses. Et en fait, je partage ces hypothèses. On avait interviewé Jean d'Ormesson, qui pour le mieux avait décrit notre métier de prospective. En fait, votre métier à vous, c'est de vous brosser les dents et de faire des hypothèses.
En fait, on doit être les pieds dans le présent et avoir une hygiène de vie quotidienne et en même temps faire des hypothèses sur demain. Donc nous, on partage ça. Et après, moi, je ne vois pas de contradiction théorique entre des vies en collectivité et des vies ensemble. Ça dépend si la collectivité, elle est ouverte ou elle est fermée. Et donc, il y a des modèles de... En fait, c'est la notion de village. Un village, il fait partie d'une collectivité, d'un département, d'une nation. Je n'ai pas de problème à réfléchir à une société avec un vrai vivre ensemble, mais regroupée en petites unités. Et à titre personnel, je ne suis pas collapsologue. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci Jérôme Rusquin pour cette intervention. On a 1 ou 2 minutes. Si quelqu'un a une question, on peut ouvrir à la salle. Si certains... Oui. Bonjour monsieur. Vous avez dit que vous aviez un modèle économique alternatif par rapport au modèle classique des médias en ligne, du clic. Et donc j'étais intéressé pour savoir quel était votre modèle, si ce n'est pas celui-ci. Oui, bien sûr, en quelques mots. Alors, en quelques chiffres, la société fait à peu près un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable depuis 7 ans. Je suis actionnaire majoritaire de l'entreprise. On est indépendant. Uzbek Erika, d'un point de vue vraiment du modèle d'entreprise, on est d'abord une plateforme, uzbekerika.com. On a du revenu parce qu'on fait des partenariats, des opérations spéciales à travers du contenu en partenariat. Et ensuite, en fait, on a des produits où on décline l'état d'esprit de la plateforme sur des produits. Donc, on vend des produits. On vend notre magazine, donc il y a un prix de vente, 6,90 €, donc ça nous fait du revenu. On a notre business revue, qui est un modèle d'affaires un peu particulier, où c'est les entreprises et les écoles qui abonnent leurs collaborateurs ou leurs étudiants. Donc on travaille une fois, on fait une business revue, et les entreprises l'achètent et abonnent les collaborateurs. On a le tribunal pour les générations futures, où nous on en fait un grand par an, et ensuite des institutions, des festivals, des entreprises nous en commandent, et donc on en fait en partenariat. On a notre conseil des générations futures, 4e produit, où là, le Conseil des générations futures, c'est un événement où les entreprises mettent un ticket de participation qui est très faible, mais qui mettent un ticket et qui finance la venue de la société civile et notre travail. Et enfin, on fait des études prospectives, où nous, on fait une grande étude annuelle, on nous l'achète, et après, on peut en faire quelques-unes dans l'année en partenariat. Donc en fait, on vend de la prestation intellectuelle. Je caricature, enfin, je fais vite, mais c'est à peu près ça l'idée. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être si, Oui, moi j'avais une. Oui, ici, pardon. Bonjour, merci pour l'intervention. Vous avez parlé des 3 acteurs principaux, donc la société politique, civile et l'entreprise. Et je voulais savoir un peu quelle est votre position par rapport à l'art. Si vous considérez que c'est un acteur aussi de changement qui est pressant ou pas. Quand je dis l'importance de recréer des nouveaux récits, je pense que le monde artistique au sens large est peut-être le monde qui va nous permettre de le faire. On l'inclut dans la société civile, mais ce sont probablement les personnalités qui vont nous emmener vers ces nouveaux récits. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui inventent le mieux, le plus, qui augmente le stock de futur, le stock d'imaginaire, ce sont les auteurs de science-fiction. Donc le monde de la création, le monde artistique au sens large, est vraiment inclus dans cette société civile. Mais c'est un acteur parmi d'autres, mais qui, je pense, dans l'équation du moment, va avoir une part toute importante. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Rusquin, d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.